Guerre, inflation, corruption. Si vous avez l'impression que le monde se dirige vers un effondrement total, vous n'êtes pas seul. Ces derniers mois, j'ai travaillé sur la série documentaire la plus importante que j'ai jamais réalisée. Je savais que je ne connaissais pas toute l'histoire, et je voulais découvrir la vérité. Cependant, ce que j'ai découvert peut ne pas plaire. Je sais que YouTube aime censurer, alors je vous invite à regarder attentivement et maintenant ces documentaires si jamais ils sont amenés plus tard à être supprimés. Et mes recherches m'ont amené à découvrir un vieux livre écrit il y a plus de 30 ans, qui prédisait déjà tout le chaos que le monde traverse en ce moment. Dans ce livre, les auteurs ont découvert que l'histoire se répète en 4 cycles. Et nous venons de vivre les 3 premiers cycles. Ce livre est sorti en 97 et il avait déjà prédit le Covid-19 23 ans avant que cela ne se produise. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies ont annoncé la propagation d'un nouveau virus transmissible. La maladie atteint des zones densément peuplées, causant des décès. Le Congrès promulgue des mesures de quarantaine obligatoires. Il a même prédit le conflit russe. En 1997, le livre parlait de maintenant, de ce moment précis. Chaos économique, social, culturel, chaos politique, écologique, violence alimentée par la race et les classes. Nous n'avons rien de tout cela en 97. 97, c'était le début du boom d'internet. Et cette détresse et ces prédictions que ce livre a prédites en 1997 se sont par la suite avérées vraies. D'autant plus qu'il y a un autre événement en ce moment qui est sur le point de chambouler la face du monde. L'intelligence artificielle. Mais comment les auteurs de ces livres savent-ils que ces événements allaient se produire? Est-ce une théorie du complot? En réalité, non. Le livre en question et d'autres auteurs comme Ray Dalio parlent du principe d'ordre mondial et comment ceux-ci ont évolué au fil des siècles. L'Empire hollandais, l'Empire britannique et maintenant l'Empire américain. Ils ont simplement retracé l'histoire de l'humanité depuis des siècles et ils ont vu ce qui allait se passer car la nature humaine est simple et prévisible. Vous voyez tout ce que vous ressentez en ce moment? Ce frisson qui vous parcourt l'échine, tous ces doutes, ces peurs, comme si c'était la fin de notre monde, entre changement climatique, décadence, sexualité libérée, conflits civils et armés. Les rues de vos villes, autrefois calmes, aujourd'hui dangereuses. La peur de l'autre, la méfiance, le repli sur soi. Vous vous retrouvez là, spectateur passif d'un monde en désintégration. On vous parle de progrès, mais tout ce que vous voyez, c'est l'ombre grandissante de la désolation. On nous berce d'illusions, de divertissements pour anesthésier notre conscience. Comme si tout allait s'effondrer. Mais tout cela se déroule parfaitement selon un cycle bien précis. Ces auteurs ont découvert que l'histoire se répète constamment, en cycle de 80 à 100 ans. Ces cycles de 80 à 100 ans sont appelés séculum. Ce n'est pas un chiffre aléatoire d'ailleurs. 80 à 100 ans se trouve être la durée moyenne d'une vie humaine, d'où le terme siècle de vie. Et chacun de ces séculums est composé de 4 parties, ou 4 phases, d'environ 20 ans chacune. La première phase est un âge d'or, une époque optimiste et positive, qui survient juste après une grande crise comme une guerre. Les gens travaillent ensemble, font confiance au gouvernement, l'économie est florissante, tout va bien. Mais ensuite vient la deuxième phase, l'éveil, où les gens commencent à ne plus accepter le système tel qu'il est. Puis vient la troisième phase, le dénouement. Et enfin la quatrième phase, la crise, une période destructrice de 20 à 25 ans qui se termine par un événement catastrophique, comme une guerre ou une révolution, où l'ordre actuel est détruit et remplacé par un nouvel ordre mondial. Et ainsi de suite, le cycle recommence. Et ces cycles se sont répétés encore et encore au cours des 3000 ans de l'histoire de l'humanité, de l'Empire romain aux dynasties chinoises. La dernière crise que nous avons connue était la Seconde Guerre mondiale. Avant ça, nous avons eu en France la Révolution de 1848, et avant encore c'était la Révolution française, qui a suivi l'âge d'or, représenté par Napoléon, apogée qui durera environ 20 ans, puis ensuite nous avons eu l'éveil avec les débuts de la démocratie. Et ainsi de suite. Bah tiens, regardez ça. Toutes ces crises sont magiquement espacées de 80 à 100 ans. Est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire? Prolongez ce schéma et vous réaliserez que nous sommes déjà bien avancés dans la 4e phase, avec plus de 80 ans qui nous séparent de la dernière crise majeure. Je sais que ça paraît inimaginable de se dire que l'Empire américain va laisser sa place à un nouvel ordre mondial. Mais les anciennes générations se sont dit pareil lors du transfert du pouvoir de l'Empire britannique aux Américains. Et au climax de cette 4e phase, cet événement catastrophique, unique, qui va détruire l'ordre actuel et le remplacer par un nouvel ordre, et est à quelques années seulement. Exactement comme le destin l'avait prévu. Alors, quel sera cet événement catastrophique? Dans le meilleur des cas, un chaos social, économique et systémique, qui changera le pouvoir en place. Dans le pire des cas, la guerre. Une guerre mondiale. La transition se fait toujours lorsque l'Empire en ascension a les capacités de rivaliser avec l'Empire en déclin, ce qui est très probable aujourd'hui avec le conflit de Taïwan entre la Chine et les États-Unis. Mais quelle que soit la réalité, on a déjà une bonne idée de comment les choses vont se dérouler, car c'est dans la continuité de ce qui se passe depuis ces dernières années, ne serait-ce que pendant le Covid. À chaque fois, le gouvernement imprime beaucoup d'argent. La majeure partie de celui-ci se trouve dans les mains des 1% des plus riches, parce qu'à chaque fois, vous devenez de plus en plus pauvre. Il faut bien comprendre que l'argent ne disparaît pas dans la nature.
il est simplement transféré aux 1% des plus riches. Voici alors le paradoxe. Le paradoxe, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de riches aujourd'hui. Les millionnaires en France sont désormais plus de 2 millions et on compte plus de 2500 milliardaires à travers le monde, contre seulement 140 à la fin des années 80. Il y a donc de plus en plus de personnes qui rejoignent les 1% des plus riches et qui ont compris comment bénéficier de ce transfert d'argent. La montée en flèche des dépenses et le déclin du pouvoir d'achat ne va faire qu'élargir l'écart qui sépare les pauvres des riches. Bientôt, le fossé entre ceux qui ont accès à tout et ceux qui n'ont rien sera tel qu'il finira par écraser ce qui reste de cette pauvre classe moyenne. Ce qui est très important, c'est de voir que ce processus de disparition de la classe moyenne est inscrit dans le temps long. Ça a démarré dans les années 70-80. Mais dans le même temps, le niveau de vie des Français s'effondre et le rêve de devenir propriétaire aussi. Les taux d'emprunt bancaire ont augmenté et les banques deviennent de plus en plus frileuses pour prêter de l'argent. Sans le secours populaire, vous ne mangez pas. Non. Ah, aujourd'hui, non. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. L'agression d'une rare violence a duré quelques secondes. 73% des Français pensent que c'était mieux avant. C'était mieux avant que le nombre de crimes et de délits explose. C'était mieux avant que le gouvernement fasse de la France une démocratie défaillante, rythmée par des confinements à répétition et des 49.3 à ne plus en finir. Gouvernement qui est d'ailleurs responsable de l'explosion de la dette publique, passant de 20% du PIB en 1980 à 115% du PIB en 2023. Mais il y a quelque chose de bizarre. Avec une cote de confiance de seulement 28%, Emmanuel Macron est l'illustration parfaite que les Français ont un vrai problème avec leurs dirigeants. Le nouveau séculum qui va naître de ce cycle de crise sera une ère de disparité économique extrême. Une ère où la richesse se concentre de plus en plus dans les mains de quelques-uns, tandis que la majorité lutte pour maintenir un semblant d'équilibre dans un système qui se dérobe sous leurs pieds. Alors, si vous pensiez que les dernières années ont été difficiles, ça va devenir bien pire. Et si vous et vos proches ne voulez pas être complètement écrasés, tout comme le reste des pauvres et de la classe moyenne, eh bien, vous ferez mieux de commencer à vous préparer dès maintenant. Mais je vous parle de la France. Mais nous ne sommes pas isolés, car même s'il n'y a pas de guerre mondiale, en raison de l'interconnexion du monde aujourd'hui, parce que chaque pays dépend du dollar, donc si l'Amérique sombre, elle entraînera beaucoup de monde avec elle. Et cela positionnera certains pays pour en profiter. Il est donc temps de commencer à vous préparer. C'est pourquoi j'ai décidé de réaliser cette série de documentaires en 3 parties. Dans ce premier épisode, nous allons décrypter les cycles de l'histoire pour comprendre exactement ce qui va se passer ensuite. Ce premier épisode est basé sur les travaux de Ray Dalio ainsi que le livre dont je vous parle depuis le début. Il s'agit de The Fourth Turning de William Strauss et Niall Howe. Si vous voulez plus d'informations, vous avez tous les liens en description. Ce livre se base d'abord sur l'histoire anglo-américaine, j'ai donc fait en sorte de l'adapter à toute l'histoire française pour mieux la comprendre, donc il y a bien sûr des différences avec le livre. Ce sont d'ailleurs eux qui ont démocratisé les termes de génération boomer, X, Y, Z, etc. Dans le deuxième épisode, nous allons nous concentrer sur les principes que vous devez connaître pour commencer à vous préparer dès maintenant afin de vous assurer de sortir indemne de ces décombres. Et enfin, dans le troisième épisode, je vais vous montrer ce que je fais en ce moment pour me préparer afin que vous puissiez en faire autant. Ce sont de loin les documentaires les plus importants que j'ai jamais réalisés, alors vous ne voudrez pas les manquer. Ils sont gratuits et sortiront tous sur cette chaîne. Donc pour être sûr de ne pas rater le second épisode, il vous suffit simplement de cliquer sur le premier lien en description. Maintenant, il est temps de faire un peu d'histoire pour comprendre ce qui nous attend. 28 juillet 1914. Vous connaissez cette date, non? Le début de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale est un désastre qui va causer des pertes considérables. Les pays européens connaissent des pertes matérielles sans précédent, ce qui pousse de nombreux pays à s'endetter, dont l'Allemagne et la France. C'est donc à la fin de la Première Guerre mondiale que commence la crise. Beaucoup de ces pays ont alors perdu une grande partie de leurs réserves d'or et ne sont désormais plus en capacité de convertir leur monnaie pour les échanges internationaux. Les États-Unis, en position de force, accordent donc des prêts aux États outre-Atlantique pour aider l'Europe à se reconstruire. Malheureusement, après plusieurs années de croissance, les États-Unis aussi chutent. Au cours de l'année 1929, les résultats des grosses entreprises américaines se dégradent et poussent des milliers de spéculateurs à revendre leurs actions. Pendant que le montant des prix explose, le principal indice boursier américain, le Dow Jones,
perd près d'un quart de sa valeur. Ruinés par la chute des titres financiers, les spéculateurs vont entraîner l'économie vers le bas. À cause de leurs pertes, ils sont incapables de rembourser l'argent qu'ils avaient emprunté aux banques pour spéculer. Les grosses banques américaines finissent donc par s'écrouler aussi, ce qui entraîne une avalanche économique dans le monde entier. Et en pleine crise, les banques américaines réclament le remboursement immédiat des prêts qu'elles ont accordés aux pays européens après la guerre. On rentre donc dans ce qui s'appelle la Grande Dépression. À cause de leur manque d'argent, certaines banques européennes vont aussi faire faillite, ce qui handicape les États-Unis. États-Unis qui verront leur production industrielle diminuer de moitié entre 1929 et 1932. Et le taux de chômage explose en passant de 3,1% à 25% de taux de chômage. Dans ce contexte, il devient essentiel de poser les bases économiques d'un système durable. Mais c'est sans compter sur l'avènement d'un chef d'État tristement connu qui va tout chambouler. Dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. La Seconde Guerre mondiale marque alors la transition de l'ordre mondial. À cette époque, le Royaume-Uni, qui était la première puissance mondiale, et même si elle a terminé victorieuse, se retrouve terriblement endetté par la guerre. Les États-Unis prennent donc la place au même moment de première puissance mondiale, et ça se passe exactement en juillet 1944 avec les accords de Bretton Woods. Ces accords font désormais du dollar la monnaie de réserve du monde. Une monnaie de réserve est une monnaie communément acceptée dans le monde. Chaque devise des 44 États membres est alors exprimée en dollars, seule monnaie convertible en or. Les États-Unis possèdent aussi par la même occasion 3/4 des réserves mondiales d'or. This is a solemn but glorious hour. I wish that Franklin D. Roosevelt had lived to see this day. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom fly all over Europe. La Seconde Guerre mondiale est terminée et les Alliés sont sortis victorieux. Et vous allez maintenant comprendre les rôles que joue chaque génération dans les cycles de l'humanité. À chaque époque, les populations sont divisées par leur âge. Et en fonction de l'âge, nous vivrons l'époque différemment. Les enfants, les jeunes adultes, les âgés. Chacune de ces générations, une fois adulte, retrouve un archétype lié à son rôle lors du cycle qu'elle vit adulte. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, les adultes représentent la génération grandiose. Ce sont ceux qui sont nés entre 1905 et 1925. Ils n'ont connu que la souffrance. Adultes lors de l'apogée, ils sont l'archétype de la génération des héros. Entre la Première Guerre mondiale avec leurs pères qui ont été envoyés comme chair à canon, la grippe espagnole qui a décimé 30 millions de personnes, la Grande Dépression pour être ensuite envoyés combattre dans la guerre la plus meurtrière que l'humanité ait jamais connue. Mais bon, maintenant la guerre s'est terminée, ils peuvent grandir dans un climat moins violent. De Gaulle reconstruit la France, le pays doit être lancé et ils se mettent tous au travail. Ils se marient, s'installent et eurent des enfants, ce fameux baby boom. C'est le début des 30 glorieuses. La famille était plus forte que jamais. Le rôle des hommes et des femmes était beaucoup plus marqué. La confiance envers le gouvernement était aussi beaucoup plus élevée que jamais. Et les politiciens, pour la grande majorité, prenaient réellement leur travail au sérieux. On peut dire très différent d'aujourd'hui. Voici la première partie du séculum, l'âge d'or, ou l'apogée. Il y a de nouvelles inventions qui sont créées, les premiers ordinateurs, l'énergie nucléaire, aller sur la lune, le transport commercial aérien, tout le monde lisait, était cultivé, en bonne santé. C'était la période où l'humain était dans sa meilleure santé mentale, intellectuelle et physique. C'est une période d'abondance et c'est à ce moment-là que la routine métro-boulot-dodo se crée. Un emploi stable, dans la même entreprise toute sa vie et une retraite bien payée à la fin. Sécurité financière, maison pavillonnaire. Tout le monde devenait plus riche ensemble, que vous fassiez partie de la classe pauvre, moyenne ou élevée, contrairement à aujourd'hui. Tout le monde croyait au système. Personne n'essayait de fuir le système à l'époque, contrairement à aujourd'hui. C'est la création de la fameuse classe moyenne. Conséquence, les biens d'équipement deviennent moins chers et donc accessibles au plus grand nombre. Cela favorise bien sûr la consommation. Là où pour acheter la voiture la moins chère du marché, il fallait, après la guerre, plus d'1 an de salaire, il ne faut plus que 6 mois. C'est la consommation des ménages, en augmentation constante, qui va tirer la production. Les ménages découvrent la banque, ils accèdent massivement au crédit, ils n'hésitent pas à s'endetter pour acheter un logement ou une voiture. Mais tout ne dure pas éternellement, et si la génération grandiose crée le monde, il y a une génération juste après qui ne vit pas la même expérience. La génération grandiose est celle qui a combattu lors de la Seconde Guerre mondiale, et qui fut célébrée. Alors pendant ce temps, les enfants nés entre 1925 et 1945 n'étaient que des gamins lors de la guerre. Ils sont maintenant des adolescents et jeunes adultes. Et comme vous pouvez l'imaginer, grandir en tant qu'enfant pendant une crise économique et ensuite une guerre mondiale, c'est très différent. Vos parents sont très protecteurs, ils vous élèvent à la dure. Les adultes sont en guerre, votre voisin peut être déporté, vous n'avez pas le droit de vous plaindre.
Vous allez vous taire, aller à l'école, obtenir un emploi stable et vous allez suivre le mouvement. C'était l'expérience moyenne d'un enfant grandissant pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, une fois la guerre terminée, la génération grandiose est restée sous le feu des projecteurs. La plupart restaient silencieux, essayant de ne pas attirer l'attention sur eux-mêmes. Il fut donc oublié. D'où le terme génération silencieuse. Imaginez maintenant une génération entière élevée de cette manière. Vous aurez une génération entière de conformistes qui grandiront tous, qui se détesteront pour avoir toujours été conformes toute leur vie, alors ils essaieront de se trouver, d'essayer de s'exprimer. Et cela donnera naissance à des mouvements sociaux très forts qui ont encore un impact aujourd'hui. Par exemple aux États-Unis, le mouvement des Afro-Américains avec Martin Luther King, les droits homosexuels, ou même toutes les célébrités comme les Beatles, Claude François, Johnny Hallyday. On appelle aussi cette génération la génération des artistes. Et même si c'était une apogée, il y avait beaucoup de problèmes passés sous silence qui méritaient d'être combattus. Les droits des femmes, droits civils, la conformité, l'incapacité d'exprimer ses opinions et les guerres d'indépendance. Guerre d'indépendance qui fut d'ailleurs menée par les générations silencieuses. Et cette génération devenue adulte va maintenant enclencher la seconde phase du séculum. Lors de l'éveil, les enfants sont représentés par la génération X, les jeunes adultes par les boomers, les adultes sont la génération silencieuse et les âgés sont la génération grandiose. Et cet éveil survint le 10 mai 1968 qui marqua le début d'une ère de révolution et de bouleversement. Les rues de Paris s'enflamment, portées par la voix des jeunes et des étudiants. Ils ont vu les fissures dans le monde que leurs parents avaient reconstruit après la guerre. Ils ont ressenti le besoin de briser les chaînes de l'ancien monde, de remettre en question l'ordre établi et de lutter pour une société plus juste et plus équitable, mais surtout pour leur futur. C'était une remise en question des valeurs traditionnelles, un désir d'explorer de nouvelles libertés et de briser les normes. Nous sommes passés d'une apogée, où tout était amusant et paisible, à un éveil, où les Français ont commencé à se questionner sur leur identité. Ils ont commencé à remettre en question le gouvernement. Ils ont commencé à remettre en question l'autorité. Le gouvernement n'était peut-être pas aussi bon que nous le pensions. Avec la génération grandiose vieillissante et entrant maintenant dans des postes de pouvoir, maintenant la génération silencieuse devenue adulte, ils ont vécu une crise de la quarantaine en même temps. Et ils se détestaient pour avoir été conformes toute leur vie. Maintenant, la génération suivante, comment a-t-elle été élevée? Vous savez, juste après la guerre, il y a un énorme bond de naissance, le baby boom. Et les héros, la génération grandiose qui est sortie de la crise. Cette génération qui a vécu la guerre de plein fouet, vous avez connu les moments les plus atroces de l'humanité et maintenant vous pouvez vivre en paix. Vous ne manquez plus de problèmes d'argent, alors comment allez-vous élever vos enfants? Je ne vais pas donner à mes enfants tout ce que je n'ai pas eu. Je vais lui donner toutes les opportunités que je n'ai pas eues, toute la liberté que je n'ai pas eue. Je vais m'assurer qu'ils ne connaissent pas de difficultés et ça sera incroyable. En d'autres termes, en tant que génération ayant vécu la guerre, vous allez les gâter. Imaginez donc cela, mais à l'échelle de toute une nation. C'est ainsi que la génération grandiose a élevé tous ses enfants. C'est ainsi qu'ils ont élevé la génération des baby boomers. La génération grandiose a créé des moments heureux, et ces moments heureux allaient élever des hommes faibles. Et devinez ce qui arrivait à toutes ces générations qui n'a jamais eu à connaître de difficultés quand elle est finalement devenue adulte. Ils ne savaient pas ce qu'il fallait pour créer cet apogée. Alors ils n'allaient pas travailler dur et ils n'allaient pas contribuer à le maintenir. Non, les temps étaient excellents. Alors ils allaient se laisser aller, ils allaient faire la fête. Ils voyaient toutes les erreurs et les défauts de leurs parents. Au lieu de comprendre d'où venaient leurs parents, ils vont se rebeller contre tout ce que leurs parents avaient créé. Ils n'ont jamais eu à s'inquiéter de l'argent. Ils n'avaient pas besoin de s'inquiéter de l'économie. Alors au lieu de cela, la génération des baby boomers a trouvé quelque chose de nouveau sur lequel se concentrer. Eux-mêmes. Le mouvement hippie, festival de musique, LSD et champignons. Protester contre la guerre. Contre les grandes entreprises, protester pour les droits civils et les droits des femmes. Rien n'était sacré. Si vous aviez demandé à la génération grandiose il y a quelques années si elle pensait que l'une de ces choses se produirait bientôt, elle n'aurait pas pu le croire. Parce que c'était l'apogée. Mais maintenant, c'est l'éveil. Les divorces sont de plus en plus fréquents, la stabilité familiale s'affaiblit, de plus en plus se déresponsabilisent, vivent dans l'opulence au mépris des conséquences. L'écart entre les rôles des hommes et des femmes se réduisent et la société se désagrège. Et tout cela est inévitable. Égoïsme et bonheur personnel priment désormais. Maintenant, ils ne resteront plus dans un mariage malheureux pour élever des enfants. Ils ne veulent plus travailler si ça ne leur plaît pas. Maintenant, ils ont perdu la foi. C'est leur désir personnel qui les anime. Ce qui pousse le gouvernement à investir de plus en plus dans les aides sociales et cotisations en tout genre pour contrebalancer. La France investit alors des milliards de francs car l'économie ralentit après 30 ans de croissance intense. Le gouvernement a désespérément besoin d'argent. Mais cette situation, c'est pareil tout en Occident. Donc, que s'est-il passé? Au début des années 70, les États-Unis ont déjà perdu la moitié de leurs réserves d'or. Donc, le 15 août 1971, le président américain Nixon suspend la convertibilité du dollar en or. Et c'est là que tout va commencer. Avant, la quantité de dollars que l'Amérique pouvait imprimer était limitée par la quantité d'or qu'elle avait. Et les premiers gros problèmes à l'origine de la situation catastrophique qu'on connaît aujourd'hui vont pointer le bout de leur nez. Maintenant, l'imprimante à billets est libérée. Endettés par la guerre froide et la guerre du Vietnam, ils doivent assumer les conséquences de leurs actes. Le dollar est déprécié
et l'inflation va atteindre des sommets. Les monnaies s'effondrent la même année et on entre alors dans un système de change flottant dans lequel le taux de change entre les monnaies varie librement sur le marché. Et à partir de 1971 et au-delà, quelque chose d'étrange va se produire. L'économie continue de croître, sauf que ce n'était plus tout le monde qui devenait riche ensemble. Maintenant, ce n'était que les riches qui devenaient encore plus riches, tandis que la classe moyenne et la classe inférieure restaient essentiellement stables jusqu'à aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. En même temps, ce sont les contre-cultures qui se développent. La mode passe au streetwear, à montrer sa non-conformité, l'industrie musicale explose et il y a le premier âge d'or des jeux vidéo. Le monde ouvrier change, les femmes rejoignent de plus en plus le monde du travail, et même si les salariés travaillent beaucoup et que l'inflation grandit, le système semble à peu près fonctionner, jusqu'au mois d'octobre 1973. Le prix du baril explose, passant de 2,6 $ à 11,7 $. S'ensuit également l'augmentation du prix de l'essence qui est multiplié par 3. L'inflation fulgurante finit par se généraliser à tous les produits de consommation et la croissance du pays baisse petit à petit. Néanmoins, les salariés ne sont pas encore mis à mal. Face à la flambée des prix, le SMIC est revalorisé plusieurs fois, passant de 3,3 francs de l'heure à 14 francs au début des années 80, ce qui montre à quel point l'inflation a déréglé l'économie. Jusque-là, la main-d'œuvre s'en sort bien en situation en plein emploi. Mais tout va changer. La croissance et la productivité baissent, ce qui entraîne ce qu'on connaît bien, le chômage. En 75, il frôle déjà les 4%, mais c'est rien face à ce qui s'annonce. Le second choc pétrolier de 79 arrive et fait doubler le taux de chômage qui passe à 9% quelques années plus tard. Encore et toujours le pétrole en tête des nouvelles de ce lundi 12. Ces chocs pétroliers à répétition vont amener l'État, qui cherche des solutions, à taper sur ce qu'il y a de plus précieux, le peuple. Le peuple, au cours des années 70, sera contraint de respecter certaines limitations de vitesse sur les routes, ainsi qu'à couper sa télévision dès 23 h. Et la fameuse sobriété énergétique avec Valéry Giscard d'Estaing qui va instaurer le changement d'heure en hiver. Politiques qui vont essayer de lancer un plan de relance à plusieurs dizaines de milliards de francs, mais qui va être catastrophique. Je vis toujours avec la hantise de voir une voiture s'arrêter chez moi. Depuis que j'ai eu la saisie de la maison, quand il y a une voiture qui s'arrête, j'ai toujours peur que ça soit un huissier qui s'amène. Le déficit budgétaire se creuse, l'inflation ne se calme pas et les Français vont être confrontés à un tout nouveau problème qui ne les lâchera plus jamais, l'accroissement des inégalités. En période de crise, les riches peuvent acheter de l'immobilier, des investissements boursiers qui ont perdu de la valeur pour devenir encore plus riches, comme par exemple pendant la crise du Covid, quelques décennies plus tard. Pendant ce temps, les pauvres, sans épargne ni actifs, sont contraints d'essayer de survivre tant bien que mal. C'est le début des écarts de richesse qui se creusent. Et tandis que les revenus de la classe moyenne, de la classe inférieure cessaient de croître, ces deux classes commençaient également à être littéralement enchaînées par les dettes. Que va-t-il donc se passer? L'éveil va donc laisser place à la troisième partie du séculum, le dénouement. L'éveil a réveillé les gens au fait que tout n'allait pas bien dans la société. Mais maintenant qu'ils avaient combattu, maintenant qu'ils avaient protesté, qu'est-ce qu'il doit se passer? Le dénouement a lieu avec la chute du mur de Berlin et l'avènement d'Internet. Lors du dénouement, les enfants sont représentés par la génération Y et ensuite Z, les jeunes adultes sont la génération X, les adultes sont les boomers et les âgés sont la génération silencieuse. Maintenant, cette même génération silencieuse, devenue artiste, hippie, manifestant, 68 arts, commence à avoir des enfants. Et comment elles avaient été forcées de se conformer toute leur vie par la génération grandiose. Et maintenant, elles sont vraiment occupées à se trouver elles-mêmes. Eh bien, si vous étiez dans cette génération, comment allez-vous élever vos enfants? Je ne vais pas être strict et méchant et surprotecteur envers mes enfants comme mes parents l'ont été avec moi. Je ne vais pas leur imposer mes valeurs. En fait, je vais presque pas les élever du tout parce que je suis trop occupé à me retrouver moi-même. Et ainsi, voici la génération X, ou connue sous le nom de nomade. Catégorisée déjà comme génération baby bust, à cause du faible taux de natalité de cette époque, on comprend mieux désormais pourquoi. Leurs parents sont plus occupés à s'occuper d'eux-mêmes que de leurs enfants. Les enfants deviennent donc nomades et cherchent une identité. L'identité, ils la trouvent dans la contre-culture que vous connaissez. Le rap, les fast-foods qui sont méprisés par les plus vieux, style vestimentaire étrange. En fait, il n'y a plus rien qui vaille la peine de se battre. Alors, vous n'adorez rien. Vous n'adorez pas votre pays, vous n'adorez pas les causes sociales comme vos parents, et vous n'adorez certainement pas Dieu. Pourquoi le feriez-vous? Dans un monde où la science et la technologie sont les nouveaux prophètes, qui a encore besoin de croire en une puissance supérieure invisible? Mais vous restez humain. Les êtres humains ont naturellement besoin d'adorer quelque chose. Alors privés de ces patries à glorifier, de causes sociales à embrasser ou de divinités à prier, que vous reste-t-il? Vous-même. Alors que les générations précédentes se battaient au moins pour quelque chose, la guerre, la paix, les droits civils, les droits des femmes, cette génération entière de nomades ne se battrait pour rien du tout, sauf pour leur propre gain personnel. Le déclin très lent de la société où tout le monde ne pense qu'à lui-même.
et à personne d'autre. C'est le début de la victimisation. La Seconde Guerre mondiale, l'apogée américaine et même l'éveil avaient uni chacun derrière une cause commune. Mais le dénouement fait exactement le contraire. Ça a encore plus divisé les Français, plus globalement européens, américains, en milliers de groupes et factions. Et les choses sont devenues beaucoup plus polarisées que jamais. C'est maintenant un chacun pour soi. Et personne ne pouvait être plus égoïste et centré sur soi que les générations de nomades, que la génération X, qui devenait aujourd'hui des jeunes adultes. Ils ne se souciaient plus si leurs actions nuisaient à la France ou à leur communauté. Ils n'étaient pas prêts à sacrifier quoi que ce soit pour le bien du peuple. Et le parfait exemple de tout ça est la surconsommation qui en découle. McDonald's qui explose partout dans le monde, les entreprises de fast fashion émergent, tout le monde consomme et se fout royalement des conséquences. Et cette cupidité se manifeste dans l'économie. La planche à billets en est surmultipliée. Les aides sociales, allocations, cotisations enflent de plus en plus. Le marché continue de monter, toujours plus haut, pour finalement s'effondrer plus violemment qu'il ne l'a jamais fait auparavant lors du crash de Wall Street en 1987, puis le crash de la bulle Internet. Puis vient le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme. Chaque cycle de boom et de crise devenait de plus en plus grand, de plus en plus fréquent. Et puis, c'est arrivé. Dans l'actualité ce soir, la tempête sur les marchés financiers. La célèbre banque d'affaires américaine Lehman Brothers se déclare en faillite. Victime de la crise des subprimes, les bourses plongent, Paris perd près de 4%. En 2008, l'Occident est officiellement entré dans le 4e tournant. La crise, avec la chute des géants bancaires comme Lehman Brothers et le sauvetage spectaculaire par les gouvernements et l'ascension de BlackRock, qui est le catalyseur visible d'un malaise plus profond. Cela a révélé les failles béantes d'un système financier dérégulé, de l'endettement insoutenable et d'une mondialisation qui, loin d'unir, avait creusé des fossés encore plus gros entre les riches et les pauvres, entre les élites et le peuple. Mais cette crise était plus qu'économique, elle était également politique, sociale et morale. Elle avait mis en lumière un désenchantement croissant à l'égard des institutions traditionnelles, une méfiance envers les élites et une fragmentation de l'opinion publique. Les années qui ont suivi ont vu une montée des extrêmes, un bouleversement du paysage politique traditionnel et une remise en question des valeurs démocratiques et libérales. La crise est représentée par les enfants avec la génération Alpha. Les jeunes adultes sont maintenant la génération Y et Z. Les adultes sont les X. Les âgés sont les boomers. Et aujourd'hui, nous sommes toujours profondément dans le 4e tournant. Mais il n'y a qu'une seule issue. Tout ça a continué avec le chaos social et culturel qui en découle. Mais nous avons trouvé un pansement, remplacer le réel par le virtuel. Nous nous enfermons dans nos prisons dorées, accros aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, au porno. On passe nos journées à défiler sur notre écran, à chercher quelque chose, n'importe quoi pour nous sentir vivants. On se réfugie dans ces mondes virtuels, où tout semble plus facile, plus beau, plus excitant. Mais nous nous gavons de merde. Des aliments transformés, chargés de sucre, de graisse, de produits chimiques. Et est-ce que vous vous rappelez du lundi 16 mars 2020 ? Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. Nous sommes en guerre. À 20h, Emmanuel Macron, en direct, annonce un confinement généralisé pour les semaines à venir. 2 mois chez vous, n'ayant le droit de sortir que pour faire les courses et promener leurs chiens. Des millions de personnes cessent alors de travailler et se voient soumises au bon vouloir de l'État qui va les faire tourner en bourrique pendant près d'1 an. Le confinement va même directement contribuer à augmenter la dette publique, devenant une épée de Damoclès au-dessus de vos têtes. Une dette de plus de 3000 milliards d'euros qui pèse sur tout le monde sans jamais paraître concerner personne. Épée de Damoclès qui se ressent lorsque l'État fait exploser les taxes à rembourser la dette qu'il a lui-même créée. Épée de Damoclès qui enfonce un peu plus les Français, des classes pauvres et classes moyennes, dans un cercle vicieux dont ils ne pourront plus jamais s'en sortir. On regarde et puis on met plus spécialement certains produits dans notre caddie et des fois voire carrément pas. Nathalie, 50 ans, est vendeuse. Pour elle, fini ou presque les produits de soins et d'hygiène. Nous sommes seulement le 10 du mois. Et comme 30% des Français, vous n'avez plus que 100 € sur votre compte. Ainsi, comme 79% de vos pairs, vous devez encore renoncer à certains produits. Et si votre situation ne s'arrange pas, vous serez bientôt contraint de sauter les repas. Sauter des repas ou même renoncer à des soins de santé, pourtant essentiels, comme 41% de la population. Vous n'arrivez plus à joindre les deux bouts. Vous devenez anxieux, stressé, même dépressif. Pour enfin arriver à des pensées suicidaires qui ne feront qu'alimenter votre descente aux enfers. Même si vous avez la chance de faire partie des 29% qui gagnent entre 2000 et 3000 € net sur le territoire, vous n'êtes pas à l'abri des ennuis. De plus en plus de salariés peinent à trouver du plaisir dans leur travail. Travail qui, pour 43% d'entre eux, manque de plus en plus de sens. Vous voulez le quitter, soit vous n'aurez le droit à aucune aide pour le chômage en cas de démission. Vous vous retrouvez donc à devoir vous battre contre votre patron pour qu'il accepte une rupture conventionnelle ou enchaîner les arrêts maladie. Résultat, les patrons ont de plus en plus peur d'embaucher car ils ne veulent pas subir ça. Le paradoxe, c'est qu'on taxe en masse les travailleurs actifs
pour payer les aides et les retraites. Aides et retraites qui ne permettent finalement même plus aux concernés de vivre. On a déjà du mal à acheter de la nourriture et tout, et c'est de plus en plus dur, quoi. Pour l'instant, moi, j'en vois même pas un qui est capable de nous dire que demain, ça va aller mieux, quoi. Je veux dire, que ce soit n'importe lequel, ils n'ont pas les solutions, parce qu'ils prennent d'un côté pour redonner de l'autre. C'est ça à chaque fois, à chaque élection, c'est ça. D'autres viennent remplir des jerrycans, un soulagement pour cette infirmière et cette aide-soignante. Elles ne pouvaient plus utiliser leur véhicule, faute d'essence. Voici votre belle France, gangrénée par un gouvernement et un système qui le parasite, se nourrit de son énergie. Maintenant, félicitez-vous, vous payerez 7 000 € par mois Louis Boyard, 23 ans, député LFI qui s'engraisse de jour en jour et qui déteste votre pays. Vous cotisez toute votre vie pour une retraite qui n'assurera même pas votre niveau de vie. Le système a créé l'inflation. L'inflation pourrit votre vie, mais les dépenses ne font qu'augmenter. Alors il faut toujours un peu plus d'inflation et d'imposition pour maintenir cet état monstrueux, exécrable et puant en vie. Avec un pouvoir d'achat en chute libre depuis 2017, le quotidien des Français menace de s'écrouler à n'importe quel instant. Et l'explosion du nombre d'SDF en France en est une belle illustration. Heureusement, on a Anne Hidalgo qui essaye de rendre la métropole de Paris de plus en plus verte, et le gouvernement qui augmente ses pensions de 4%, ce qui ne sert à rien pour l'inflation. Les dirigeants détournent votre attention des vrais problèmes en mettant en place des mesures pansements. Mesures qui ne font que vous divertir. Dirigez votre attention vers autre chose pour faire de vous de vrais moutons. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, 70% des Français sont pessimistes pour l'avenir. Pessimistes car le chômage ne baisse pas depuis les années 80 et que les jeunes diplômés peinent à trouver un travail qui les paye bien. Pessimistes car le paysage politique français est instable. Avec le peu de confiance accordée dans les institutions politiques, la crise démocratique n'est pas loin et en vérité, elle a déjà commencé. Pessimiste aussi car il y a de plus en plus d'agressions, de meurtres, de viols, de délits, de crimes qui montent depuis plus de 40 ans. Si vous ne faites rien, vous en payerez le prix. Et si vous avez le courage d'agir, que feriez-vous? Allez-vous vous engager en politique, quitte à passer votre vie à vous faire moquer? Ou feriez-vous le choix de l'humanitaire, au risque de galérer à payer vos factures? On voit que la pauvreté ne fait qu'augmenter dans notre pays. L'INSEE a publié les chiffres en début de semaine, 9,1 millions de personnes en situation de pauvreté. Oui, car c'est bien là le sujet qui nous intéresse tous, l'argent. Si 8 Français sur 10 pensent qu'être riche aujourd'hui est mal perçu, ils sont pourtant 60% à vouloir le devenir. 60% d'entre eux qui veulent assez d'argent pour bien vivre, mais seule une infime minorité y parvient. Conditionné quand on est gamin à l'idée que le seul chemin à suivre est la voie classique du diplôme, boulot, épargne puis retraite avant de mourir plein de regrets. Rares sont les personnes qui parviennent réellement à se faire une place. Et tout se répète, sans même réfléchir. C'est schéma classique depuis des décennies. Jusqu'à 19 ans, 50% des jeunes suivent des études avant de travailler. Travail qui consistera dans plus de 85% des cas à un emploi salarié classique, sans aucun contrôle sur les heures et le salaire. Et avec un peu de chance, vous rejoindrez la majorité des Français qui gagnent entre 1500 et 2000 € net par mois. Suffisamment pour survivre et ne pas avoir le droit aux aides de l'État, mais pas assez pour vivre convenablement et pouvoir aider vos proches comme il se doit. Dans le meilleur des cas, vous rejoindrez peut-être les 30% de salariés qui gagnent entre 2 et 3000 € net par mois. Mais alors vous serez prisonnier de votre travail, sans possibilité, aucune, de gérer votre vie comme vous l'entendez. De toute façon, même avec cette somme, qui paraît aujourd'hui plus que correcte pour la majorité, la baisse continuelle du pouvoir d'achat vous amènera bientôt à compter chaque euro dépensé. Et la farine, avant, elle était à entre 45 et 50, là, à 69 et 70. Ça a augmenté vachement. Euros qui vous seront plus qu'utiles lorsque vous retrouverez au chômage, comme de plus en plus de personnes depuis les années 70, à tel point que vos enfants ne seront plus acceptés à la cantine, comme cette petite école du Tarn. Vous rejoindrez alors les 18% de Français qui gagnent moins de 1500 €, somme dans laquelle vous n'avez aucune chance de créer votre épargne. Épargne que vous regretterez amèrement lorsqu'au moindre coup dur, vous finirez par devoir dormir sous les souterrains du quartier le plus riche de France. La Défense, le temple du capitalisme français. 500 entreprises dans 70 tours rutilantes, des centres commerciaux, des kilomètres de couloirs et de galeries, 14 parkings souterrains, soit 20 000 places de stationnement et une myriade de locaux techniques. Le refuge d'environ 100 à 200 personnes sans domicile fixe qui pensent y trouver un abri, mais qui parfois y meurent dans l'indifférence. Triste paradoxe, quand on avait tout commencé avec l'envie de bien gagner nos vies. Vies qui sont encore une fois remises en cause par notre cher et tendre État. Comme nous l'avions vu, l'État est surendetté, et pour ne pas trop mal finir, il vous le fait payer. Plus la dette évolue, plus les recettes générées par la collecte d'impôts sur le revenu augmentent. Preuve que l'État compte en partie sur une imposition massive de son peuple pour réparer ses erreurs. La TVA est présente sur tous les produits de consommation,
même quand l'inflation fait gonfler les prix. Le programme de l'éducation nationale peine déjà tellement à être renouvelé que l'éducation financière des Français est loin d'être une priorité. Et si vous essayez de vous affranchir de ce système en créant votre propre société, vous allez devoir sortir le chéquier. D'autre part, l'économie des pays occidentaux est de plus en plus concurrencée par celle des pays asiatiques, ce qui entraîne un transfert progressif de l'économie mondiale et des richesses. Alors, vous risquez de devenir de plus en plus pauvre malheureusement dans les années à venir. Sauf si vous avez un plan solide. Pour naviguer dans le futur complexe qui s'annonce et tirer votre épingle du jeu, vous allez devoir changer de paradigme. Plutôt que de rester un pion de la société, victime des décisions politiques et d'un patron qui agit pour leurs propres intérêts, vous devez devenir un rouage de cette société à part entière. Vous devez utiliser le système. Mais une question se pose. Comment faire ? Aujourd'hui, c'est la crise écologique, sociale, économique, identitaire. Loin de moi l'idée de vous faire peur, mais je dois vous confronter à la réalité. La période de crise a commencé réellement en 2008, ça fait 16 ans. Et cette période de crise finit généralement par une période violente et terrifiante. Alors, je ne veux pas prendre le risque d'être censuré si je dis ça, mais les cycles durent en moyenne 20 à 25 ans. Et ça veut dire que théoriquement, dans les 4 à 9 prochaines années qui arrivent, l'apothéose de la crise a de grandes chances d'arriver. Une crise économique majeure, comme on n'en a jamais vu. Des bouleversements politiques, des conflits sociaux exacerbés, ou même une combinaison de tous ces éléments. Une chose qui va probablement se produire pendant la crise, c'est que si vous et vos parents comptiez sur le gouvernement pour prendre votre retraite, eh bien bonne chance, car la réforme des retraites montre que vous n'êtes pas prêt d'en profiter. Si vous voulez aller plus loin dans les changements d'ordre mondiaux, vous aurez en description les travaux de Ray Dalio qui m'ont beaucoup aidé pour ce documentaire et qui sont très importants pour comprendre l'économie. Je suis mitigé, mais il faut prendre du recul. Et je l'ai déjà dit, préparez-vous à tout. Surtout au pire. Et ne me dites pas que vous ne le voyez pas venir, s'il vous plaît. Ouvrez les yeux. Il ne reste plus beaucoup de temps, et nous voyons déjà les signes de ce qui va arriver. Le climat actuel est déjà instable. Les tensions politiques et sociales s'intensifient à l'échelle mondiale. La confiance dans les institutions financières et gouvernementales est ébranlée, et les inégalités économiques continuent de croître. Je ne parle même pas des conflits intérieurs au pays. Vous vous rendez compte qu'il y a presque que 2 semaines qui séparent le meurtre d'Arras, de Thomas, du touriste allemand à Paris? Vous vous rendez compte qu'on s'est habitué à avoir toutes les 2 semaines un nouvel attentat? Ces facteurs combinés à l'instabilité géopolitique, aux crises environnementales, ça dresse un tableau d'un monde au bord d'une transformation majeure. Et les prédictions exactes de l'avenir sont bien sûr impossibles. Je ne pourrai jamais prédire l'avenir. Néanmoins, l'histoire a montré que ces périodes de crise sont également des moments de grande réinvention et d'innovation. C'est dans le creuset de la crise que de nouvelles idées, systèmes et leaders émergent souvent. Alors, rien n'est exclu. Comme je vous l'ai dit, même si ça peut vous faire peur aujourd'hui, vous verrez avec le second épisode que vous avez encore parfaitement le temps. Et surtout que la peur est très bonne pour vous, surtout si vous y prenez maintenant. Les 4 prochaines années vont sûrement être cruciales. Elles pourraient marquer le point culminant de ce cycle de crise, mais également le point de départ pour la construction d'un avenir totalement nouveau, que ça soit plus dystopique ou plus radieux. Et comme toujours, lorsque cette crise surviendra, ce seront les pauvres et la classe moyenne qui en souffriront le plus. Et toute leur dernière richesse sera simplement transférée aux plus riches, comme on l'a vu avec le Covid. Maintenant, c'est à vous d'ouvrir les yeux. 2023 est passé si vite. Nous sommes déjà en janvier. Certains ont pris des résolutions qui ne tiendront pas. Et en juin, on sera déjà à la moitié de l'année. Compte tenu de la rapidité avec laquelle les choses évoluent, regardez, ça fait déjà 4 ans que le Covid a eu lieu, qui sait comment le monde va changer d'ici les 4 prochaines années. Donc, si vous voulez vraiment vous préparer, si vous voulez vraiment vous assurer de sortir gagnant, vous devez commencer maintenant à vous préparer, en ce moment même. Je vous parle de ce que vous allez faire dans la prochaine heure, ou demain, ou dans les prochains jours. Maintenant, je vous invite à regarder le premier lien en description pour regarder le deuxième épisode de cette série. Nos parents, grands-parents et arrière-grands-parents nous ont peut-être mis dans cette crise, mais c'est aujourd'hui notre devoir de nous assurer de sortir gagnants. Vous connaissez la maxime, les temps difficiles créent des hommes forts, voici l'apogée. Les hommes forts créent des temps faciles, voici l'éveil. Les temps faciles créent des hommes faibles, voici le dénouement. Et les hommes faibles créent des temps difficiles, voici la crise.